Alors, t'en es où? À 27 semaines d'aménorrhée. Ça fait un moment qu'on discute des différents rendez-vous que tu as pu avoir, que ce soit aptonome, sage-femme et tout ce qui s'ensuit. Dans Maison de naissance, c'est ce qu'on appelle le suivi global. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore abordé la relation vraiment à la sage-femme. Et donc aujourd'hui, je trouvais ça intéressant de pouvoir discuter de la disponibilité notamment des sages-femmes. Parce que sur un suivi global, on est souvent face à une sage-femme, 2 sages-femmes ou 3 maximum qui nous suivent tout au long de notre grossesse. Et donc c'est très peu de personnes. Et c'est des gens qu'on apprend à connaître tout le long de notre grossesse. Et donc, j'aimerais discuter avec toi de ce que tu ressens dans ce lien et ce que tu as pu comprendre à travers tes 3 grossesses, puisque tu as fait les 3 grossesses en suivi global. Et ce que tu pourrais dire de cette disponibilité et de cette relation à la sage-femme? Beaucoup de choses. On peut prendre les choses peut-être dans l'ordre parce que forcément, les choses ont évolué au fil des grossesses. Oui. Ce que j'expliquais la dernière fois dans l'épisode au sujet de l'entretien prénatal précoce, tu m'avais demandé qu'est-ce qui fait que j'étais venue en maison de naissance. Moi, ce que j'ai dit, c'est voilà la relation de confiance qui était super importante pour moi, justement. À quel point le lien va pouvoir se tisser dans le temps, déjà au sein d'une grossesse, mais évidemment, si en plus tu revois les sages-femmes d'une grossesse à l'autre, ce lien évolue. J'ai eu pour ma première grossesse un binôme, puis un trinôme sur ma deuxième, et maintenant je suis de nouveau avec un binôme. Et sur ces 3 suivis, j'ai eu une sage-femme en commun. Et à chaque fois, en fait, elle était avec donc d'autres sages-femmes. Certaines sont parties, d'autres c'est juste elles sont arrivées et donc il y a eu des rotations d'équipe. Il s'avère que le hasard des astreintes fait que cette sage-femme est là. Donc forcément, j'ai une facilité d'expression avec elle que j'ai pas eu forcément avec toutes les autres. Quoique, grâce justement au suivi global, j'ai quand même eu le sentiment, quelles que soient mes grossesses, d'avoir pu exprimer des craintes, des doutes et aussi des choses positives. Notamment là, celle du binôme que je ne connais que depuis cette grossesse, je l'ai recontactée il y a quelques jours, alors que 3 jours avant, j'avais eu une consultation, parce qu'en fait, je me suis mis un stress. Tu vois, comme quoi, t'as beau avoir 3 grossesses, t'as beau savoir qu'il y a des choses qui sont OK ou pas OK, de temps en temps, tu te tapes un stress. Donc voilà, moi, ça y est, je me suis tapé le stress de ma 3e grossesse. Et tu vois, 3 jours après, j'ai pris rendez-vous avec elle et j'ai dit, voilà, j'ai besoin d'être rassurée. Et du coup, c'était la même que tu avais vue 3 jours avant? Non, du coup, c'était son binôme. Donc j'avais vu ma sage-femme référente que je connais depuis mes 3 grossesses. Je fais la consultation et tout. Et en fait, il se passe un truc pendant cette consultation. Donc elles vont m'écouter, ça les fera rire, elles pourront en discuter si c'est pas déjà le cas. En fait, on écoute le cœur du bébé. Et au moment où elle enclenche le Doppler, j'entends le cœur. Forcément, quand t'as 3 grossesses, mais déjà, quand t'écoutes ça tous les mois, à l'oreille, je me dis, waouh, il bat vite, normal qu'un bébé qui est en train de bouger, il ait des pics. Et je fais un blocage là-dessus. Et puis ça va. En fait, elle l'éteint, elle le remet, cœur normal, tout va bien. Je veux dire, tout va bien. Consultation se termine et tout. Et en fait, le soir chez moi, qu'est-ce qui se passe? Parce que le cerveau est super bien fait. Je repense à une phrase qu'une amie m'a dit il y a, 2-3 mois en arrière, au sujet du fait que je buvais un café. Ça m'a marqué parce que c'est la première grossesse pour laquelle je bois du café. Mes 2 premières grossesses, en fait, j'ai tellement eu de nausées les 3-4 premiers mois qu'en fait, il y a tout un tas de choses, dont le café, que je ne consommais plus. Et là, du coup, j'ai une consommation absolument correcte, tu vois, pour une grossesse. Je bois pas 14 cafés par jour. Et en fait, j'associe ça à cette phrase et je fais un blocage là-dessus. Les jours passent et je n'arrive pas à apaiser ça. Moi, je suis quelqu'un en plus qui, ne voulant pas engranger mes peurs, en général, elles passent très rapidement, tu vois, en 24-48 heures, parce que je vais pas nourrir ça. Je vais pas lire, je vais pas consulter de documents, je vais pas en discuter même avec les gens. J'essaie juste de me tranquilliser et en général, ça passe. Et là, impossible, tu vois. Au bout de 3 jours, du coup, mon conjoint qui me dit vas-y, prends rendez-vous là. Il faut que tu te l'enlèves de la tête et après, ça ira mieux. Parce qu'en fait, tant que tu n'auras pas réécouté ton bébé, ça va rester. Donc, du coup, je prends un rendez-vous en ligne pour le lendemain matin. Et du coup, qu'est-ce qu'elle en a dit? Parce que souvent, comme tu dis, on a aussi peur de déranger. Là, c'était une angoisse que tu n'arrivais pas à faire dissiper, mais qui peut-être aurait pu l'être. Comment ça s'est passé le rendez-vous? Déjà, la première problématique, c'est que j'ai de la chance, globalement, mes grossesses se sont bien passées. Ça m'est jamais arrivé, en fait, de prendre 2 rendez-vous consécutivement, comme ça. Même si j'avais des stress, des craintes ou quoi, en général, je me les notais sur un post-it. Et comme je te disais, en fait, j'arrivais à peu près à m'apaiser. Donc, ça pouvait attendre, en général, la consulte ou la prépa suivante. Parce qu'en plus, quand tu arrives vers 6-7 mois, j'avais toujours quelqu'un, en fait, toutes les 2-3 semaines à aller voir. Et ça pouvait largement attendre ça. Et là, en fait, du coup, c'est pour ça que je suis passée sur les plateformes de prise de rendez-vous en ligne. Ça m'a permis de voir qu'elle avait des créneaux de dispo dès le lendemain. Je me suis dit, aubaine. Peut-être que si j'avais pas eu ça, j'aurais envoyé directement un message pour lui demander si jamais elle avait de la dispo. Mais là, tu vois, il était, je crois, 21 ou 22 heures. Si ça avait été par texto, j'aurais attendu le lendemain matin. Alors que là, du coup, la plateforme en ligne m'a permis de voir qu'elle avait des créneaux. Je prends un rendez-vous. D'être soulagée tout de suite. C'est ça, de me dire, ok, je la vois demain matin. Moi, j'ai beaucoup la peur de déranger.
en général dans la vie, et donc même avec mes sages-femmes qui me connaissent, etc., alors qu'elles me disent au contraire, plus vite tu vas t'enlever ta peur, plus vite on va répondre à tes questions, plus tu vas être sereine. Et en fait, c'est ça aussi qui est très important dans une grossesse. Au fil des grossesses et des accompagnements, j'ai essayé de me défaire de cette peur, tu vois, de déranger. Mais il n'empêche que c'est pas si évident que ça. La preuve en est que je suis à ma 3e grossesse et que j'avais un peu ce truc-là. Donc en fait, quand je suis arrivée à la consultation, tu me demandes comment ça s'est passé. Bah la première chose que j'ai dit, je suis désolée. Je sais, j'ai eu rendez-vous lundi, on est jeudi. Et je sais que c'était pas avec elle pourtant, tu vois. Donc en plus, c'est même pas genre je l'ai sollicité 2 fois dans la même semaine. Et je lui dis bah du coup, j'ai besoin d'être rassurée parce qu'en plus de ça, moi plus je suis contrariée, mais je pense comme beaucoup de gens, plus tu dors mal, si tu dors mal, du coup, t'as d'autres choses, ton corps compense. Donc je commençais à avoir hyper mal aux ligaments, je commençais à avoir plus de contractions, enfin, et en fait, c'est un tout psychologique dont il faut se défaire. L'histoire va raconter que ça s'est résolu en quelques heures du coup en fait tous ces trucs-là. Elle me demande comment ça va et je lui dis bah je vais pleurer. Et puis ça ira mieux après. Je lui ai dit que c'était donc lié à l'écoute de lundi, alors que pourtant, évidemment, ma sage-femme m'avait expliqué que c'était absolument normal. Elle m'avait fait des petits dessins de graphiques, des choses que je sais déjà en fait. Ce qui peut paraître fou peut-être pour les personnes qui nous écoutent d'ailleurs. C'est pas parce que je parle de maternité ou d'accouchement et que j'en suis à mon 3e enfant, quand ton cerveau il bloque sur quelque chose, c'est normal en fait. Et donc du coup, je pleure un coup, j'explique pourquoi. La première chose qu'elle fait déjà, c'est qu'elle est très très à l'écoute. D'abord, elle va beaucoup du coup me rassurer. En fait, elle va pas me proposer de suite, tu vois, d'écouter le cœur, parce que là à ce moment-là, je suis en train de pleurer, donc ça, je serais pas du tout ouverte à ça. Quand je suis apaisée, qu'on a réussi à échanger là-dessus, elle me dit parce que maintenant c'est bon, on peut l'écouter. Je l'ai entendu hyper longtemps. En fait, je l'écoute et je pleure toutes les larmes de mon corps parce qu'en fait là, j'entends que tout va bien et tout va bien et je le sais. Là, j'étais allongée, ça m'a fait trop du bien. Ça a été une séance de relaxation. Je sors de la consulte. J'envoie un message à mon conjoint, je lui dis j'ai vu la sage-femme, j'ai entendu le petit cœur, tout va bien et tout ça. Je lui dis maintenant il va falloir que quelques heures pour que ça fasse le chemin dans mon corps. Et le soir je me suis couchée, j'avais plus aucun symptôme. Plus aucun. Oui. Ni de ligaments, ni de contraction, ni de peur, ni de rien en fait. La peur s'était dissipée quoi, t'avais été rassurée. Moi dans ma tête, je me disais je vais aller au rendez-vous et peut-être que il faut que j'écoute le cœur dans les 5 minutes. Ouais. En fait, tu vois, ça se passe même pas comme ça. Tout ce temps-là où j'ai pu pleurer, où elle a pris le temps de m'expliquer. On parle de tout un tas de choses et elle m'apaise, elle me répète des choses et t'as beau l'avoir déjà entendu. Il y a des choses que t'as besoin de réentendre parce que à ce moment-là, t'as beau te le dire à toi-même, l'entendre de quelqu'un, c'est pas pareil. Une angoisse, ça se raisonne pas. Ah oui, non, c'est Je pense que c'est ce dont complètement irrationnel. Après, ce qui est intéressant, on dit une angoisse, c'est irrationnel, mais ce que les sages-femmes ont tendance aussi à nous rappeler, et ce qu'on a pu entendre dans différents interviews aussi, c'est que une angoisse ne naît pas de nulle part, quand bien même elle prend une place irrationnelle. C'est intéressant quand même, en tant que femme, et d'ailleurs on le dit aussi sur les accouchements, de s'écouter, de faire attention à son instinct, que si on a cette pensée qui fait irruption, c'est qu'il y a peut-être des raisons et qu'il vaut mieux se rassurer de cette irruption, qui est peut-être anodine au final, voilà, démesurée et qui finalement se résout, comme tu dis, très simplement et très rapidement. Mais le fait qu'on bloque dessus peut questionner aussi sur le fondement de cette angoisse. Et du coup, souvent, à partir du moment, en tout cas, où on écoute son patient comme dans le suivi global, où on le suit sur un temps long, voire dans l'après et tout ce qui s'ensuit, il y a beaucoup de sages-femmes, en tout cas, qui nous ont rapporté l'importance d'écouter ce que les femmes ont à dire, que ça soit avant ou pendant l'accouchement, comme je disais, sur quelque chose qui naît, et donc rassurer ce point-là, parce que parfois, il y a des raisons, en fait, de cette inquiétude, et que c'est important de pouvoir écarter cette inquiétude parce que ça serait plus délétère de ne pas s'en préoccuper parfois. Exactement. C'est très juste ce que tu dis. Moi, c'est quelque chose que j'ai dit. J'ai dit, j'ai besoin de pouvoir m'enlever ça. Parce qu'en fait, si ça part comme ça, c'est qu'en effet, je lui ai donné une place trop importante. Ça crée un truc et je le sentais qui était pas juste, tu vois. Mais j'avais besoin de m'en défaire, je n'arrivais pas à m'en défaire. Et je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est très juste. Le fait qu'à un moment donné, il y a aussi cette dimension où l'instinct est très important. Et c'est ce que tu dis, c'est pendant la grossesse, parce que tu peux ressentir des choses, c'est dans ton corps que ça se passe et ton instinct va t'appeler à quelque chose. Idem au moment de l'accouchement. Tu es la seule à savoir comment tu vas bouger, qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Tu sais, le nombre de femmes qui nous ont dit, moi, je sentais que quelque chose bloquait et qu'il fallait que je me mette dans une autre position. Et c'est fou. Elles disent, je sais pas comment je le sentais, mais je le savais, quoi. Et après, il y a de toute façon cet instinct qui reste dans la parentalité. C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas dire, là, il y a un truc qui est pas comme d'habitude avec mon enfant. Et pourtant, de l'extérieur, tout a l'air normal. Il n'y a pas plus de symptômes, il n'y a pas de trucs différents. Ça se joue à un micro-truc que toi-même, tu saurais pas décrire. Et pourtant, qui te met un signal d'alerte. Et très souvent, c'est juste. Ou alors, ça part vite. Parce que justement, tu dis, ah ouais, non, en fait, tu vois. Comme là, moi, ce qui s'est passé.
à ma sage-femme, je lui ai dit: «Au moins voilà, c'est écarté», et elle me dit: «Tu as eu absolument raison». Elle me dit: «Même la prochaine fois, n'hésite pas à me contacter plus tôt, si c'est des questions ou des stress résolus par un appel», tout simplement. Ça entre dans la grande disponibilité et la relation très particulière que tu as avec, tes sages-femmes, dans le cadre du suivi, global. Je lui ai dit une phrase du style: «Moi, ma crainte, c'est aussi de ne pas m'être écoutée et que derrière, comme tu disais, il se passe quelque chose de plus grave, que du coup, ça ajoute un poids énorme de culpabilité», et Oui. ce avec quoi elle est absolument d'accord. Moi, c'est ce que je dis souvent. On a plus de regrets à ne C'est ça. pas s'être écouté qu'à une erreur qui se passe C'est ça. qu'on n'avait pas pré-shot. Exactement. Je relativise aussi sur le fait que si j'ai choisi cet accompagnement-là, c'est justement parce qu'elles ont une disponibilité, qu'elles sont OK avec ça et avec toutes leurs patientes sans distinction. C'est intéressant que tu parles de ça parce que dans les différents épisodes où on a interviewé des sages-femmes, c'est quelque chose qui a pu revenir plusieurs fois sur la question de la disponibilité, à la fois la passion qu'elles ont aussi de pouvoir être disponibles puisque connaître mieux leurs patients grâce à ça, mais la question aussi de la limite du cadre. Et du coup, Oui. ça me questionne en tant que patient, comment tu te positionnes, toi qui n'aimes pas déranger en plus, comme tu dis, comment tu te positionnes le long de ta grossesse, et puis on pourra parler de l'accouchement après et du début des contractions, et ce qui inquiète aussi beaucoup les gens, de quand partir par exemple, quand écrire à notre sage-femme, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu peux dire autour de ça? Globalement, voilà, ce que je disais, moi, c'était un truc que j'avais et qui me convenait, c'est que je me notais sur mon post-it, j'ai envie de parler de ça, ça, ça. Ça me tient à cœur et j'ai pas envie d'oublier parce que des fois, après, quand t'es pris dans la discussion, tu vois, tu zappes et après, tu te dis: «Ah punaise, j'ai oublié de lui parler de ça». Moi, du coup, j'avais ce mémo qui faisait que j'étais en paix d'attendre la prochaine prépa ou la prochaine consultation pour en parler. Ceci étant dit, on a tous des parcours différents et des chemins de vie différents qui font que, bah, typiquement, moi, là, j'ai eu besoin que ce soit rapproché. Là, en fait, le fait d'avoir pu prendre rendez-vous depuis chez moi, le lendemain sans me dire: «Je vais peut-être lui demander un créneau qu'elle a pas», et peut-être qu'elle me dira oui pour me faire plaisir, tu vois? Il y a toujours ce doute aussi quand tu es face à quelqu'un de, comme tu dis, de passionné par son métier, en fait. Mmh. J'étais, en mode, bah, trop cool, elle a un créneau, je m'y mets, tu vois? Le fait aussi de noter en une simple question, c'était aussi confortable, et même des fois, quand ça m'arrivait que quand j'arrivais au rendez-vous d'après, je me disais: «Ah bah, finalement, sur les 4 points de mon post-it, finalement, il y en a plus que 2 ou 3 dont je veux parler parce qu'il y en a un, c'est parti tout seul». Mmh. Pour une raison ou pour une autre, ce n'est plus une gêne que j'ai, par exemple. Pour ce qui est, du jour de l'accouchement, moi, la première fois, je me suis dit: «Je veux pas les déranger», mais moi, mon repère, c'était, bah, quand tu as envie, d'aller faire caca, c'est que ça arrive vers la fin. En fait, j'ai compris ce jour-là que c'était la fin, Ah oui, que c'était là on pas n'est plus sur vers la fin, c'est genre les derniers moments. voilà. Il faut pas être chez soi à ce moment-là, vaut mieux pas. Bah, moi, du coup, c'est le moment où j'ai dit à mon conjoint, «Oh partir». C'était les derniers mots que j'ai pu dire et bah, du coup, je suis arrivée, j'ai accouché 10 minutes après, quoi. Ouais. C'était réglé. C'est-à-dire que la fois d'après, du coup, j'avais trop la trouille d'accoucher chez moi parce qu'en plus, on te dit: «Oui, pour un deuxième, ça va plus vite et tout». J'étais là. Sauf qu'en plus, j'avais une petite qui avait pas 2 ans. Je me disais: «Oh là là, si ça arrive la nuit». Moi, j'ai pas de famille à proximité, donc ça voulait dire appelle la nounou en plein milieu de la nuit, et cetera. Donc toutes ces barrières ont fait que j'accouchais pas, quoi. Jusqu'au jour où je me suis dit: «Allez, c'est bon, là, je suis à J+1. Si j'accouche la nuit, si, je dérangerai la nounou». Évidemment, je me suis mise à avoir des contractions à 22h le soir. Et là, du coup, je suis allée, tôt à la maison de naissance. Et en fait, j'ai eu énormément de culpabilité avec ça. J'y suis même pas restée 24 heures à la maison de naissance. Mais c'était hyper, lourd pour moi psychologiquement de me dire que je l'ai fait venir une fois, qu'elle est restée, sur place, que ça a duré plusieurs heures, alors que la première fois, c'était plié en 10 minutes, tu vois? Le rêve. Je pense que ça a participé avec le fait que je me dise: «OK, t'as le droit de déranger», mais j'ai mis plusieurs mois, hein, en postpartum, alors qu'elle a été, en or. Elle m'a dit: «Mais même moi qui suis sage-femme pour ma 4e fille, blablabla». Elle m'a raconté, tu vois, un de ses accouchements et elle m'a dit: «Regarde, tu beau être professionnelle, ça a beau être ton 4e enfant, bah, il t'arrive des choses». Ouais. Et du coup, pour répondre aussi à la deuxième partie de ta question, qui était sur, la limite ou le cadre, d'ailleurs qui a été l'objet d'un de nos épisodes, hein, c'était très intéressant, d'entendre une sage-femme s'exprimer là-dessus. C'est vrai qu'en fait, globalement, moi, le fait d'avoir ce système de post-it ou, ce système, tu vois, d'avoir, la disponibilité des créneaux horaires sur internet ou ce genre de choses, fait que tu respectes un cadre. Je ne vais pas empiéter, sur sa vie privée et que passé une certaine heure, moi je considère, tu vois, une tranche horaire un peu, symbolique, tu vois? Mmh. Du, 8h, 18h, quelque chose comme ça, Ouais. qui pourrait correspondre à des horaires de bureau, selon les métiers. Si vraiment j'ai une question à ce moment-là, je tente un texto. Déjà, je vais jamais appeler. Parce qu'en fait, je me dis si elle est en consultation, si elle est en vacances, moi je sais pas, hein, je connais pas leur planning perso, j'ai pas envie d'être intrusive à ce point. Je peux envoyer un SMS, j'en enverrai pas 2 parce qu'en fait, je considère que si elle ne me répond pas, c'est qu'elle est soit occupée, soit en congé et c'est OK. Elle a le droit de ça et elle a besoin de ça. Parce que c'est aussi ça qu'on dit beaucoup, dans le suivi global, c'est qu'en fait, elles ont une très grande disponibilité, une très grande écoute et un très grand soin avec les femmes qu'elles suivent.
elles ont ces astreintes qui commencent à 37 semaines et qui se terminent 2 semaines après l'accouchement. Faut se rendre compte à quel point c'est vraiment énorme comme disponibilité H24. Donc voilà, je me mets moi en tant que patiente ces petites limites-là et que si à un moment donné elle me répond pas, je vais peut-être contacter une autre sage-femme. Tu sais, souvent sur les sites de maisons de naissance, tu as les noms des sages-femmes avec leur numéro, tu sais, en profil. Au pire, même si c'est pas celle qui fait ton suivi, des fois, une peut répondre aussi à une question, si elle est un peu plus globale ou quoi. Si à ce moment-là, une deuxième personne peut pas te répondre ou que c'est un horaire inadapté, de mon point de vue, donc ça inclut aussi jours fériés, week-ends, etc. Toutes les maisons de naissance sont en partenariat avec des hôpitaux et eux, ils ont des systèmes d'urgence H24 dans le respect de notre instinct et des fois dans des besoins physiologiques, de grossesse, de se dire « Ok, mais là, j'y vais ». Oui, c'est ça. Si tu peux pas attendre, c'est que finalement, il y a une question d'urgence. Sinon, ça pourrait attendre quelques heures qu'on te réponde. Et en plus de ça, les urgences maternité sont toujours séparées des urgences normales. Si tu sens que c'est maintenant, c'est maintenant. Oui, Point. c'est ça. À l'inverse, moi, ils sont là pour ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'exemple du coup de ma fille qui était née mais qui avait encore son clamp, donc la pince pour le cordon. Oui. En fait, je l'allaitais et à un moment donné, je décolle mon bébé et je vois du sang partout. Et je commence à me dire, ouais, il se passe quoi? Et en fait, je me rends compte que la pince lui a un peu abîmé le cordon. Le temps d'évaluer, j'ai un peu paniqué. Et en fait, j'ai vite identifié que c'était le cordon qui s'était un peu décollé, forcé, tu vois. Et du coup, j'ai pris en photo et j'ai envoyé à ma sage-femme. Et je me souviens pas sous combien de temps elle a répondu, mais ce que je sais, c'est que je serais pas allée à l'hôpital parce que je savais que pour mon bébé qui était pas en danger. C'était impressionnant, j'étais pas très fière de ce qui se passait, enfin, j'étais pas très bien. Mais je savais qu'elle allait me répondre. Oui. Et je savais qu'elle allait pouvoir me dire quoi faire. Elle m'a répondu de manière assez rapide puisque j'ai le souvenir d'avoir été quand même rassurée rapidement parce que ça m'avait un peu choquée. Elle a fait un point par vis-à-vis de la photo et ça s'est réglé comme ça et c'était intéressant parce que même ça, si parfois en postpartum, comme tu disais, même quand on a plusieurs enfants, on a eu des invités qui nous ont dit pour des maladies qu'on pourrait penser bénignes pour plusieurs enfants et en fait quand c'est aussi viscéral que le nouveau-né, il y a quelque chose d'assez fort qui nous fait oublier toutes les maternités qu'on a pu avoir avant aussi et qui fait que on a des moments de panique et donc une photo, un texto, c'est des choses qui peuvent se régler avec les sages-femmes en suivi global parce que justement on est suivi pour notre dossier personnalisé, donc avec toutes les dimensions de ce qu'on est, potentiellement aussi des aînés, toute la famille en fait est englobée aussi dans ce suivi. Nous sont propres. Et voilà, et les peurs qui ont pu être partagées, notamment à l'entretien prénatal précoce. Il y a aussi des réponses adaptées aussi au type de profil qu'on est aussi. C'est-à-dire que les sages-femmes vont prendre en considération ce qu'elles connaissent de nous. Comme tu disais, toi, t'es quelqu'un qui sollicite peu, qui a peur de déranger, elles le savent. En fait. Maintenant, à la 3e grossesse, elles le savent bien, tu vois. Un truc drôle, tu vois, c'est que du coup, là, je suis suivie par un binôme et donc j'ai cette sage-femme à qui j'ai fait faire, alors ce que moi j'appelle le cirque à mon 2e accouchement en façon de parler, En début de grossesse, j'ai dit, tu sais, je préférerais que ce soit toi parce que toi, au moins, je t'ai déjà dérangé. J'ai pas envie de faire ça à la nouvelle sage. Ce qui est chouette, c'est que on peut partager ça de manière très simple, en fait. Juste de dire, avec quoi t'es à l'aise ou pas à l'aise. Donc du coup, j'ai raconté l'anecdote à ma 2e sage-femme. À l'entretien prénatal. Elle demande qu'est-ce que c'est ton accouchement idéal. Moi, je lui ai dit entre 8h et 18h, entre mercredi et vendredi. Alors que je suis sûre qu'il y a des femmes qui doivent dire, moi, mon accouchement idéal, c'est comment tu crées ta bulle. Ça, c'était calendaire. Hors jour férié, du coup, j'imagine. Et oui, parce qu'en fait, il faut que ce soit avant les vacances scolaires. C'est ce qui te met sereine, en fait. Donc, c'est ce qui crée ta bulle et c'est ce qu'on dit à chaque fois. La sécurité émotionnelle, elle est hyper importante. En réalité, c'est ce qui te rassure le plus, donc ce qui te met le plus à l'aise pour ton accouchement aussi. Donc, au moment de l'entretien prénatal, au moment où elle demande ça, qu'est-ce que c'est ton accouchement, je vais être honnête avec toi, j'ai dit à ta collègue que je préférais accoucher avec elle parce qu'elle, je lui ai déjà fait vivre. Pour moi, elle sait à quoi s'attendre. Elle a rigolé, elle m'a dit non mais tu sais que moi je suis là pour ça. Et en fait c'était rigolo parce que je lui dis ça et donc 2 semaines après, je prends ce rendez-vous et je lui dis je sais en fait que je vais pas vous déranger. Mais pour moi, c'est un effort. Et donc, je pense que dans leur façon d'aborder les choses avec moi, contrairement peut-être à d'autres, parce qu'en fait, chacun, comme tu dis, a besoin d'entendre certaines choses et de vivre certaines choses, il y a beaucoup ce truc de « t'inquiète, on est là ». Et si vraiment, à un moment donné, ça dépasse, tu vois, comme toi, tu racontes cette anecdote, ça peut être impressionnant, mais tu vois que c'est pas une hémorragie. Ça ne continue pas, sinon, évidemment, t'aurais fait autre chose. Toi, t'as réussi à avoir ça. Comme moi, la plupart du temps, j'ai réussi à attendre la consultation d'après. Et en fait, de temps en temps, on a besoin que ce soit immédiat. Et c'est OK. Même en plein milieu de la nuit, il y a les urgences, quoi. Ouais. Après, ce qui est intéressant aussi dans le suivi global, c'est quelque chose dont on a parlé aussi beaucoup dans nos épisodes et que les femmes rapportent, c'est l'après. Donc, comme je disais, moi, sur le cordon, mais là, le cordon, on était vraiment dans les 2 jours qui suivaient, enfin, c'était très frais. Mais on parle aussi de plusieurs mois après. Souvent, on a quand même la possibilité, grâce déjà à cette confiance qu'on a établie, mais aussi à cette écoute qui reste
de pouvoir par exemple solliciter pour soit des questions importantes sur l'enfant, par exemple on découvre une maladie chez l'enfant, ça peut arriver aussi, et qu'on a besoin de cette référence, elles sont encore là finalement. Et aussi pour des questions de dépression, j'ai besoin de le placer là parce que c'est important, de pas avoir peur comme tu disais de déranger. C'est certainement peut-être la seule source qui nous restera quand on est dans un cas de dépression et qu'on sait plus à qui s'adresser et que les proches ne font pas l'affaire, parce qu'en cas de dépression souvent c'est pas aux proches qu'on se confie particulièrement parce qu'on est dans un état que même nous ne savons pas forcément qualifier. Et je pense que c'est des gens qui n'oublient pas leurs patients comme ça, puisque elles ont passé tellement de temps, elles ont tellement d'anecdotes, parce qu'elles ont eu tous ces échanges en fait, elles ont construit une vraie relation. C'est important, je trouve aussi, de penser à cette dimension de disponibilité. Au-delà de savoir répondre aux besoins qu'on aura, elles sauront nous réorienter. En tout cas, elles seront à l'écoute et sauront nous réorienter. Parce qu'après, soit on peut passer directement par des associations, dont la formidable association Maman Blues, mais si on n'en a pas le cœur ou qu'on ne connaît pas vers quoi aller, que ce soit la dépression ou d'autres symptômes liés de près ou de loin au postpartum, pas hésiter à les contacter. Ça passera plus par le numéro d'astreinte, donc c'est plus un numéro H24, mais de toute façon, elles gardent leur numéro pro. Et comme tu dis, elles se souviennent de nous toutes parce que c'est quelque chose de spécial. Je suis pas une nana que peut-être elle aura vu qu'à un seul rendez-vous parce que contexte maternité, rotation de planning, etc. Et cette anecdote que sur les réseaux sociaux, une fois, j'ai vu une influenceuse qui parle à un moment donné de ses accouchements et qui dit moi, le jour de mon accouchement, cette sage-femme, elle a été incroyable avec moi. Elle m'a permis d'avoir l'accouchement que je voulais. Et je la recroise, je crois que c'est vraiment 2-3 mois après, elle repasse à l'hôpital. Et elle dit à la journaliste qui était en train d'interviewer, elle lui dit, et là, en fait, ce qui est très dur pour moi, c'est qu'elle se souvient pas de moi. Pas parce que je suis une influenceuse, elle dit vraiment, elle se souvient pas de mon accouchement. Alors que pour moi, c'est elle qui a tout fait. C'est dur, et ça, c'est aussi ultra précieux dans la relation du suivi global. Et que, comme tu dis, que ce soit des mois, alors des années après, je n'en sais rien, faut jamais hésiter à aller solliciter. Même un mail, si jamais c'est pas une question urgente. Comme on disait, elles peuvent réorienter en fait. C'est pas qu'elles vont prendre en charge ce dont on a besoin, mais en tout cas, elles savent réorienter. On a beaucoup parlé de la disponibilité des sages-femmes aujourd'hui, et je pense qu'on prendra le temps, un de ces quatre, de passer sur le fait de savoir quand écrire à sa sage-femme le jour J. Peut-être pas tout de suite, on le gardera peut-être plus proche de l'accouchement, histoire d'être raccord avec ce que tu vis. Voire même peut-être en postpartum. Parce que on pourra raconter une troisième anecdote de est-ce que j'ai trouvé le juste milieu ou pas? Tous les accouchements sont uniques. Prépare-toi. Je ne fais que ça. On se dit à la prochaine. Ciao. Yes. À bientôt. Salut.